je n'ai plus de pouvoir. Donc, c'est un peu cela. Donc, pour lui dire pourquoi, entre les deux partis, c'est-à-dire que le pro-Assis et le pro-Babouchi, les gars qui disent pas. Non, les décisions entre les démocrates, on dit le pro-Babouchi, c'est-à-dire quand des affaires, des choses, Abdouma Sangaré maintenant, ce n'est plus Abdouma Sangaré, c'est Akoum. Ils disent non, puisque nous sommes à l'article 90, 4. Il dit que si le président ne fait pas son devoir, on lui donne en tant que membre, on lui donne le temps de l'enlever. Mais pour l'enlever, on ne le radie pas, on enlève, on le suspend, on arrive au congrès, les militants vont décider de l'histoire du métier, c'est-à-dire que du sanction, si on enlève ce sanction sur le président, le militants ou pas, c'est les militants qui... Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez attendu ce congrès-là pour pouvoir enlever M. Afin Guessa? Non, M. Afin est suspendu. Ça veut dire que il est dans le pays, il n'est pas radio, mais son fonction de président là. Pour l'instant, on a suspendu ça. Alors, Alfred, ce que je veux préciser, l'idée de M. Garba, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que est-ce que vous pensez, pour juste n'avoir pas organisé des réunions, comme vous le dites, parce que c'est un point qui vous semble très important, M. Affi devait organiser des réunions, il ne le fait pas, il devait organiser le congrès, il est en train de traîner. Vous pensez vraiment que ça, c'est suffisant pour arrêter la vie d'un parti, c'est-à-dire pour mener la fronde, comme on le dit? Est-ce que vous pensez que vous ne pouviez pas vous mettre au-dessus de toutes ces considérations-là pour être beaucoup plus sage et emmener M. Affi à un congrès? Non, non. Pourquoi non? Parce qu'un parti politique appelé à diriger un pays. Donc vous êtes l'opposition, vous regardez votre adversaire en train de gouverner ce pays-là. L'adversaire marque des points ou l'adversaire, dans sa logique ou même dans sa gouvernance, pose des actes qui n'aident pas les Ivoiriens. C'est votre devoir de l'opposition d'apporter une réponse à ce président-là. Et c'est pour ça qu'il est intéressant que vous soyez soudés. Il est intéressant que vous avez un leader qui donne les autres, qui dit non, monsieur le président, là, ce que vous êtes en train de faire là, ça n'arrange pas les Ivoiriens. Vous avez promis les salaires aux fonctionnaires depuis tant, jusqu'à présent, les fonctionnaires ont ce salaire-là. Parce que les ménagers sont en train de manger. Il y a eu des enfants qui ont été tués. Pourquoi ces enfants ont été tués? On n'a jamais eu de suite. On veut des enquêtes, on veut voir les résultats des enquêtes-là. Il faut une opposition pour amener le gouvernement en place à se rectifier. Mais si cette position n'existe pas, à ce moment, où est votre existence en tant que parti politique? Ok. Alors, ok, d'accord. Alors, la troisième... Oui. Allez-y. Là, sinon, la troisième question de M. Garba, elle est relative à la coalition que vous êtes en train de mettre en place, une coalition qui a pour porte-parole M. Mamadou Koulibaly, et une coalition qui n'exclut pas le fait d'aller aux élections, une coalition donc qui veut aller aux élections, alors que c'est la même chose que M. Affi demandait et que vous, lui, vous le condamniez pour cela. Alors, M. Garba veut savoir qu'est-ce que vous voulez justement. Merci, M. Boabré, merci. Bon, c'est une question assez pertinente, mais tu as une réponse assez claire. Avoir l'intention d'aller aux élections ne veut pas dire qu'on va aux élections. M. Boabré. Oui. J'ai l'intention d'acheter une voiture. Est-ce qu'il y a l'argent d'acheter une voiture là? C'est différent. Mais c'est la même intention que Affi avait aussi. Non, je dis. Ok. Donc, l'intention d'acheter une voiture, avoir l'argent d'acheter cette voiture est différente. Parce que les conditions, est-ce que les conditions sont réunies pour que j'achète cette voiture-là? Voilà la vraie question. Mais nous estimons que dans cette coalition, si elle veut aller aux élections, il y a des conditions d'abord à remplir. Parce que c'est pour ça que nous tenons une coalition. Parce que c'est différents partis ensemble. Nous voulons aller aux élections. Est-ce que les conditions sont remplies pour aller aux élections? Cette coalition estime que ces conditions ne sont pas remplies parce que le code électoral n'est pas à sa place. Parce que la commission électorale indépendante, la manière est structurée, elle peut favoriser le gouvernement en place. Est-ce que le président de cette commission-là, M. Bakayoko, a-t-il sa place là-bas pour qu'on puisse aller aux élections? Est-ce que la sécurité est garantie pour les candidats qui veulent aller parcourir les Amos et la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ne seront pas démantelés s'il s'avérait qu'ils sont de l'autre côté? C'est parce que toutes ces questions qui vont mettre sur la table.
pour dire que est-ce que tout ça est réuni pour qu'on puisse aller aux élections. Voilà, mais nous estimons au niveau de la coalition, effectivement, nous estimons que ces conditions ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que vous avez écouté le discours de Mamadou Koulibaly, éliminer ces points-là avant qu'on ait aux élections. Maintenant, oui, mais le camarade Rafi dit non. Dans sa stratégie de libération de Babo, le camarade Rafi estime qu'il faut aller dans ce gouvernement-là. Il faut participer à la vie de ce gouvernement-là. C'est ce que Rafi a dit. Ok, c'est ça. Le gars de la déclaration, c'est la stratégie d'Afi. Afi dit qu'il faut aller aux élections. Afi dit qu'il faut aller aux élections. Peut-être si on va aux élections et qu'on gagne, ça nous donne la possibilité de libérer le Laurent Gbagbo. C'est une stratégie qui peut marcher. Mais si j'ai entendu comment, mais ce comment là, le frère Afi n'explique pas ça. Parce que nous savons que le gouvernement est en place. Nous savons comment ce gouvernement est arrivé à la tête de ce pays-là. On n'est pas venu par les élections. Bon, les élections, c'est les façades. Mais nous savons, les Ivoiriens, ils savent, l'histoire est récente. Comment le gouvernement est arrivé à ce pays-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites le gouvernement en exemple? Est-ce que ce gouvernement-là est prêt à céder, à jouer ce jeu démocratique pour laisser Afi de gagner ces élections pour aller libérer le Gbagbo? Est-ce que Afi a cette garantie-là? Parce que quoi? Lorsque Afi proposait des gens au niveau de la CEI pour dire, nous voilà d'abord les premières déclarations du camarade Afi et du frère Afi. Alors Alfred, donne-moi juste une minute. Oui, vous allez continuer juste une minute pour signaler à tous nos auditeurs que vous êtes en train de suivre Diaspora Politique, l'émission politique de la diaspora, et que monsieur le juriste David Koukounion, un proche de monsieur Afi N'Guessa, est en ligne, il est en train d'écouter et qu'il nous a rejoint. Il va donc certainement apporter la contradiction, ou du moins apporter des précisions de leur camp aussi, sur ce que Alfred Niali est en train de dire. David Koukounion, que nous saluons depuis Bruxelles, qui est en ligne, il est juriste de formation. Il va faire certainement une interprétation, ou du moins nous dire comment il voit ces textes-là. Alors, Alfred, allez-y, après votre point, on va vous rester en ligne, bien entendu. Monsieur David Koukounion. Oui, je disais que dans la stratégie de Chafi, Afi disait dans cette stratégie, il faut qu'on participe à la vie de ce gouvernement-là. Et nous allons aux élections, pour que si nous gagnons ces élections-là, nous avons la mobilité, nous avons l'espace de négocier la libération des gens d'abord. Ça peut être vrai. C'est aussi une stratégie qui peut marcher. Mais la grande question qu'on se pose, et que je dis tantôt, comment allez-vous faire pour gagner ces élections? Surtout que le camarade, le frère Afi, a demandé à ce que M. Bakaïko, le président de cette commission électorale, ne soit plus à la tête de cette organisation quand on lui a répondu. Quand le gouvernement lui a répondu, il a dit niet. Il reste là, il restera là pire. Vous voulez ou vous ne voulez pas le président de cette commission. Parce que là, vous, la confiance. Or, on se rappelle au temps de Gbagbo, lorsque le RDA était à l'opposition, on demandait à avoir la tête de cette commission électorale indépendante. On les a accordé pour créer une confiance pour aller aux élections. Pourquoi on ne peut pas créer cette confiance-là pour aller aux élections et qu'on les demande simplement mettre les Ivoiriens en confiance, mettre les candidats en confiance, d'arriver ce monsieur-là, on lui dit, vous avez l'espoir de gagner ces élections-là? Non. Parce que ça veut dire qu'on veut cadrer les élections. Ça veut dire que vous venez dedans et vous donnez une égalité à ce gouvernement-là pour dire, bon, voilà, il y a une normalité au sein de la Côte d'Ivoire maintenant, et le gouvernement d'Afi est dans le gouvernement et tout, M. Damon Ouattara est légitime, et c'est ça, on va aller aux élections, tout est bien, mais c'est faux. Nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas cela. Il faudrait que les cas sont clairs. Elles jouent avec nous. Et la question que je vais poser, peut-être M. David Koukounion va me répondre. Est-ce que le docteur Alassane Dramane Ouattara a une fois reçu Afi publiquement, je serais pour faire de la photo, une fois, montrer aux Ivoiriens qu'il est dans la logique d'une réconciliation? Non, moi je n'ai pas encore vu ça. Babou, vous avez vu ça? Non, une fois, le docteur Alassane serrait la main devant les Ivoiriens de M. Afi, en tant que président du parti. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Ça, c'est le signe qui montre que ce gouvernement-là n'est pas prêt à lâcher de net parce que les élections. Elle est prête à gagner parce qu'au sein de ce gouvernement, il y a des rebelles. Des gens qui ont tué les Ivoiriens. Ils le savent et tout le monde le sait. Ils sont prêts à aller en prison. Mais là, pour le moment, c'est leur sous-sol
Le bout de sauvetage-là, c'est être à la tête de ce pays-là. On gagne, on reste encore. On a encore 10 ans. Parce que la réalité, et le camarade n'arrive pas à faire cette démonstration-là. Comment nous allons gagner ces élections? Tu dois dire non, camarade, la lutte est lutte. Elle est longue. Donc, c'est de d'accord. D'accord, monsieur Niali Alfred. Voilà. Merci, Alfred. Le fait David d'arriver. Non, vous êtes là. David est juste un invité surprise, juste parce qu'il est juriste, il a nous explicité certains points. Vous êtes l'invité principal. Voilà. Donc dans ce débat-là. Voilà, c'est bien que M. David soit là. M. David Koukouyan, je rappelle, juriste, il est au niveau de Bruxelles, il nous a rejoint. Merci quand même, cher frère, d'être arrivé malgré l'heure tardive qu'il fait actuellement en Europe. Alors David, le point, d'abord bonsoir, et puis le point sur lequel on voudrait que vous commenciez, avant de rebondir sur ce que vous avez déjà entendu depuis que vous êtes là, c'est justement cette interprétation au niveau de la loi. Le fameux comité central qui s'est réuni, je crois, le 5 mars, qui a démis M. Assine Guessan de ses fonctions. On a écouté M. Alfred Niali tout à l'heure qui nous a dit que dans les textes du parti, il est fait mention que un doyen d'âge pouvait présider cette commission, ce comité central-là, pour que ces décisions soient légales. Alors c'est donc par rapport à cela qu'ils considèrent que les décisions qu'ils ont prises sont légales et que, effectivement, M. Assine Guessan devrait logiquement être démis de ses fonctions. Alors, comment vous voyez-vous cette interprétation, d'abord en tant que juriste et puis au niveau du camp? Suspendu de ses fonctions, pas démis. Suspendu, ouais, ok. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Je vais aller droit au but, mais je voudrais d'abord m'excuser d'être arrivé un peu en retard. J'avais quelques soucis. Cela dit, quand on est juriste et qu'on entend dire que des dispositions statutaires permettent à un doyen d'âge de suspendre un président de parti élu, on a les cheveux qui nous dressent sur la tête. Alors, dans les statuts du FPI, il y a une seule disposition qui fait référence au doyen d'âge. C'est l'article 90. Dans son alinéa 4, je vais vous lire l'article 90, alinéa 4, ce qu'il dit exactement. En cas de vacance du pouvoir par démission collective ou empêchement absolu du secrétariat général, le comité central, présidé par le doyen d'âge, désigne un comité de 15 membres et convoque un congrès dans un délai de 3 mois. Désigne un comité de 15 membres et convoque un congrès dans un délai de 3 mois. Alors, cet article est clair. En cas de vacance du pouvoir, mais M. Assine Guessan n'est pas mort. M. Assine Guessan est à Abidjan, il a convoqué un congrès un comité central pour le 7. Les fondeurs ont convoqué un comité central le 5. Donc, il ne peut pas y avoir vacance de pouvoir. En cas de vacance, à démission collective ou empêchement absolu du secrétariat général. Le secrétariat général, il comprend près d'une centaine de personnes. Alors, il n'y a pas eu empêchement absolu du secrétariat général. Donc, l'utilisation de l'article 90.4 est inappropriée. Et, je veux dire, inadéquat, parce que ce n'est pas cet article-là. Je rappelle qu'en droit, il y a un principe qui est élémentaire. C'est le principe du parallélisme des formes. M. Assine Guessan a été élu au cours d'un congrès. C'est au cours d'un congrès qu'il peut être démis. Et là, on dit que le doyen d'âge convoque une réunion. Cette réunion a lieu, qui n'est pas le siège statutaire du FPI. Cette réunion
n'a fait l'objet d'aucune publication, parce que pour convoquer une réunion, il faut encore que les membres du secrétariat général sachent où se passe cette réunion, quand se passe cette réunion et à quelle heure se passe cette réunion. Cette réunion n'a fait l'objet d'aucune publication dans aucun journal. Ce n'est que quelques jours plus tard, on a su qu'il y avait une réunion dans laquelle un certain doyen d'âge aurait convoqué une réunion dans un lieu, dans un domicile privé, à une heure qui n'était connue que d'eux, et qui ont donc suspendu le président Affi. C'est une mascarade juridique, c'est une hérésie juridique. Alors, merci. Oui, c'est ce que je veux dire. Merci, monsieur le juriste, merci, monsieur David Koukounian. Ce que les autres vous reprochent à monsieur Affi est qu'il assimile à un genre d'émission, disons, d'empêchement, comme ils le disent, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Niali. C'est le fait, selon eux, que monsieur Affi n'ait pas organisé des réunions telles que le prévoient les textes. Donc, pour eux, à partir du moment où il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il est défaillant, il est empêché. Voilà comment les gens interprètent cela. Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, mais en droit, chaque mot a un sens. C'est ça. La défaillance n'est pas l'empêchement. Je relis bien l'article 90 pour qu'on comprenne bien. L'article 94 des statuts est au titre 7. Le titre 7 traite de la et il dit en cas de vacance du pouvoir par démission collective. Il ne s'agit pas du président du parti. On dit par démission collective du secrétaire général. Donc il s'agit de la défaillance du président du parti. Il s'agit d'une démission collective. Et une démission, vous savez bien ce que c'est. Une démission, c'est un acte formel ou l'empêchement absolu du secrétaire général. Donc, il ne s'agit pas de l'empêchement ou de la défaillance du président du parti, mais du secrétariat général. Le secrétariat général comprend tous les vice-présidents et tous les secrétaires généraux du parti. Donc, il faut qu'il y ait un empêchement ou une démission collective de toutes ces personnes-là. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas prendre cette disposition-là comme prétexte pour convoquer un comité central. Mais en réalité, pourquoi ont-ils fait ça? Ils l'ont fait parce que les statuts du SPI ont été taillés sur mesure, à la mesure de l'ancien président du SPI qui était le camarade Laurent Gbagbo. C'est ça, depuis la crise d'Omelo, on nous dit-on. Pardon? Depuis la crise d'Omelo. Oui, absolument, depuis la crise d'Omelo. D'Omelo voulait effectivement qu'il y ait, que le comité de contrôle soit un contre-pouvoir. Et Gbagbo ne voulait pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a vu le départ de D'Omelo. Alors, donc ces statuts ont été taillés sur mesure du camarade Laurent Gbagbo, qui fait que le président du parti est le président du secrétariat général, est le président du comité central, est le président du secrétariat exécutif. Voilà la réalité. Le comité de contrôle n'a qu'un rôle consultatif. Il n'a pas un pouvoir de décision. Il n'a pas un pouvoir de décision. Donc, il n'est pas un contre-pouvoir du président du parti. Parce que c'est le président du parti qui rend compte de sa gestion. C'est lui qui est sanctionné par. Donc, le comité de contrôle ne peut pas avoir un contre-pouvoir, c'est celui qui rend compte de la gestion du parti, de la direction du parti. Et donc, s'abriter derrière l'article 94 est une forfaiture, est un déni de droit. C'est une grave méconnaissance des dispositions statutaires et c'est encore plus grave quand ça vient d'enseignants de droit, de professeurs de droit, que sont Hubert Oulaï, Bipol et Sangaré. Alors,
Alors, merci, monsieur Koudignon, hein. On a entendu là ce que vous venez de dire. Alors, on va permettre à monsieur Alfred Niali de rebondir. Alfred, voilà des points que vous étiez en train de dénoncer tout à l'heure, hein. Voilà, voilà ce que dit, hein, le juriste. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez quand même ce qu'il dit? Non, ben, je comprends ce que le frère David dit. Mais ce que le frère David dit, hein, c'est-à-dire que au niveau où se trouve le débat, c'est-à-dire que l'interprétation de l'empêchement et de démission. Moi, je voulais que le frère David dise, lorsque vous êtes président d'une association, et que dans les statuts, hein, dans les statuts de règlement intérieur du parti, article 23, vous dit que vous avez le même droit statutaire de convoquer les réunions pour le fonctionnement du parti. Et que vous n'en convoquez pas ces réunions, ça veut dire quoi? Vous le faites délibérément, c'est-à-dire qu'on suppose que vous êtes empêché, ou vous souffrez de quelque chose, et que vous ne voulez pas, c'est-à-dire votre droit, ça aussi c'est le droit, c'est-à-dire que vous avez un devoir en tant que président d'une association, d'un parti, vous avez des devoirs vis-à-vis de vos militants ou de vos membres. Ça aussi, c'est du droit. Donc, si on ne fait pas ce rôle-là, c'est-à-dire que je viens, parce que l'interprétation du texte, c'est important, parce que quand on a cité l'article 90 et qu'on a dit par démission ou chose par empêchement, parce que c'est là que se trouve le débat. L'empêchement, on le traduit comment? C'est-à-dire que l'empêchement peut se traduire parce que je suis là, je fais rien, je peux me porter absent. Ça peut être un empêchement. Et parce que moi, ceux qui connaissent de quoi je souffre et qui ne me même pas de convoquer une réunion d'un parti, parce que les textes me disent que, étant le président de ce parti, votre obligation, c'est de convoquer les réunions. Et pourquoi il ne le fait pas? Il y a un problème. C'est-à-dire que le chapitre ne peut pas travailler, il bloque les structures du parti. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? C'est pour cela que l'article 90 le dit, comme l'a dit, comme je l'ai dit, bien dit. Dans son alinéa 90, c'est 4, par empêchement et par démission collective. Mais le secrétariat, qu'est-ce qu'il a fait? C'est assis sur mesure. Alors Fred, j'ai du mal à vous saisir. Hein. Tout à l'heure, il a parlé de... Bon, de toute façon, il va revenir sur certains points. Je crois qu'il avait... Voilà, il avait déjà épilogué sur ces points éclaircis, mais il va revenir dessus parce que il parle d'empêchement. Hein, il a tout à l'heure donné la définition. Juridiquement, comment on voit tous ces mots? Alors, monsieur Koudignon, allez-y. Laissez le temps. C'est-à-dire que allez-y, parce que l'empêchement. Mais voilà, laissez le temps à M. Koudignon de repréciser ce qu'il a déjà dit. Allez-y, M. Koudignon. Oui. Bon, je suis un peu gêné parce que manifestement, mon contradicteur n'est pas juriste. Face à un juriste, j'aurais été un peu plus à l'aise. Parce que, comme je l'ai lu tout à l'heure, le titre 7 traite de la vacance du pouvoir. Je dis bien la vacance du pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir n'est plus exercé. Voilà ce qu'est la vacance du pouvoir. Le pouvoir n'est plus exercé. Alors, il a demandé comment est constatée cette vacance du pouvoir. Alors, c'est l'article 90, alinéa 5, qui traite de cela. Et qui dit « L'empêchement absolu est constaté par le comité de contrôle saisi à cette fin par le comité central. » Saisi à cette fin par le comité central. Donc, il faut d'abord que le comité central ait saisi le comité de contrôle pour lui dire « Ah, écoutez, voilà, il y a un cas de vacance de pouvoir. » Et ce n'est qu'à ce moment-là que le doyen d'âge peut présider le comité le comité central. Mais il n'y a pas eu cette procédure de l'article 90. Alors, je ne sais pas. Alors le studio, est-ce que vous m'entendez là? J'ai perdu M. Koudignon. Allô, Alfred? Alfred, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Ok, oui, je vous entends. Alors, le studio, on a perdu M. Koudignon. Voilà. Est-ce que le studio, vous m'entendez?
Alors, je ne sais pas si les autres sont en ligne. Hein. Tous ceux qui sont en ligne, est-ce que vous m'entendez? Je veux parler par exemple de M. Alassane Garba, M. Passemda, Kodji, Nekre. Est-ce que vous m'entendez à votre niveau? On vous entend, on vous entend. Voilà. Alors, on a perdu, on va demander à la réalisation. Hein. On a perdu M. David Koudou, non? Moi, je vous entends. Je viens d'être ouvert, Madame Nior. Merci. Merci beaucoup. Alors, Jacques Roger, là-bas au niveau de la réalisation, essayez de réactiver M. David Koudou. Voilà, je rappelle que M. David Koudou est juriste hein, au niveau de Bruxelles. C'est un pro-assis pur et dur. Et puis en plus, il est en train de nous donner certains éclaircissements sur des points que nous ne semblons pas trop maîtriser. Voilà. Alors le studio, est-ce que vous nous entendez là-bas? Je sais que les autres m'entendent, mais est-ce que la réalisation, vous nous entendez? Bon, je ne sais pas ce que Jacques Roger est devenu au niveau de la réalisation, on l'a enlevé, je ne sais pas. Voilà. Alors, Monsieur Coudignon, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends mieux là. Voilà, on vous avait perdu, hein, donc voilà, essayez de reprendre un peu le point que vous étiez en train de faire hein, il y a, disons, 2 minutes de cela, allez-y. D'accord. Alors, je disais que l'article 90, qui traite de la vacance de pouvoir, a aussi prévu dans son alinéa 5 les modes de constatation de cette vacance. Et cet article 90, alinéa 5 dit l'empêchement absolu est constaté par le comité de contrôle saisi à cette fin par le comité central. Donc, ça veut dire quoi en clair? Qu'il aurait dû préalablement avoir un comité central qui saisit le comité de contrôle au fin de constater qu'il y a un empêchement absolu, c'est-à-dire donc qu'il y a une démission collective du secrétariat général, ce qui implique donc une démission des gens qui sont allés convoquer la réunion parce que, étant eux-mêmes vice-présidents du parti, Akoum est vice-président du parti, Miaka est vice-président du parti, donc ils ne peuvent pas être présents à une autre réunion d'un comité central alors qu'ils sont censés avoir démissionné collectivement. Ouais. Donc, juridiquement, c'est une hérésie. Et aucun juge ne pouvait faire droit à la demande des frondeurs. Et c'est à justice que la justice a fait droit à la requête du président aussi, parce qu'il était complètement déni de droit, dans un déni de statut qu'on s'est donné librement. C'est ça. Voilà. Merci, Monsieur Coudignon. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes en train de suivre Diaspolitique, l'émission politique de la diaspora au micro Marc de Boisbé. Réalisation technique Jacques Roger. Notre invité se nomme Niali Alfred, responsable FPI au niveau de la diaspora USA. Voilà. En invité surprise, vous venez d'écouter Monsieur Coudignon David. Hein, il est juriste de formation, réside à Bruxelles. On est en train de chercher à comprendre effectivement cette crise, que les auditeurs écoutent attentivement ce qui est en train de se dire, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. C'est pourquoi nous avons tout fait pour avoir l'œil d'un juriste. Et puis, si vous pensez que ce qu'il est en train de dire, comme on dit généralement chez nous, ne make pas sens, vous avez la latitude de lui poser toutes les questions que vous voulez dans juste quelques petites minutes. Nous allons devenir à lui. Alors, M. David Coudignon, avant de passer aux auditeurs, je vais vous poser juste une petite question et puis on passe aux auditeurs pour les questions. Expliquez-nous un peu la crise justement, la dernière crise du journal Notre Voix, où M. Assi était obligé une fois de plus de faire appel à la justice ou bien aux autorités pour résoudre cette autre situation. En fin de compte, on se dit, M. Assi sollicite beaucoup les autorités gouvernementales pour résoudre cette crise interne. C'est ce qu'on lui reproche. Alors pourquoi vous faites tant, pourquoi M. Assi fait tant appel à la justice ou alors aux autorités en place? D'abord, je voudrais dire que la justice ivoirienne n'est pas la justice de Ouattara. La justice ivoirienne, M. Ouattara l'a hérité du président Gbagbo,
qui lui-même l'a hérité de Guy Robert l'ayant hérité de Bédié et Bédié d'Oufoué. Donc ce n'est pas la justice de Ouattara. Et nous ne sommes pas dans un procès pénal, nous sommes dans un procès civil. Alors, quand M. Assimi Nguessa, président du FPI, est attaqué dans ses droits, ben, il a deux possibilités. Il règle le rébellion avec la Kalachnikov, ou alors il règle le problème avec la justice. Parce que dès l'instant où l'organe de régulation interne, je ne dis pas l'organe juridictionnel, parce qu'on se trompe souvent en pensant que le comité de contrôle a un pouvoir de décision. Non, le comité de contrôle n'a pas, a juste des avis. Décidément. Alors, M. David Koukouignan, est-ce que vous nous entendez? Alors, on a du mal. Allô, vous m'entendez pas? Oh oui, allez-y, on vous avait perdu juste une minute, allez-y. Voilà. Donc, je disais que le comité de contrôle au FPI n'est pas un organe de type juridictionnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas un arbitrage à faire. Il n'a pas un pouvoir de décision. Tout ce que le comité de contrôle au FPI peut faire, c'est un rapport qu'il brandit au Congrès. Un rapport de contrôle qu'il brandit au Congrès. Voilà tout ce qu'il a comme pouvoir. Donc, en cas de différend au sein du parti, ce différend se règle à la manière de rebelle, avec une Kalachnikov, ou alors à la justice. Il n'y a pas d'autre choix dans votre couple. Quand madame et qu'il faut divorcer, ben c'est à la justice qu'il faut régler ça. Dans une association sportive comme l'Africa ou la SEC, quand il y a une crise interne, c'est la justice qui décide, qui a raison. Dans votre mutuelle du village, quand il y a un problème de leadership ou de détournement de fonds, c'est la justice qui décide. Dans une église, quand il y a des problèmes, c'est la justice qui décide. Donc, le fait de recourir à la justice est un acte banal. C'est un acte banal pour une association. Parce que je rappelle que le FPI n'est rien d'autre qu'une association. Une association politique, mais une association. Donc, concernant le conflit du journal Notre Voix, il se trouve que le président Assimi Nguessa détient 80% du capital de la société anonyme qui est propriétaire de Notre Voix. Danon Didier en a 5, Odette Soyer en a 5, Eugène Alou en a 5, et Aka Kofi a 5% également. Ce qui donc fait les 80%. Alors quand vous parlez de M. Afi, c'est M. Afi en tant que président du FPI, hein, c'est ça? Ah non, c'est vrai. En tant que président du FPI. C'est ça. En Côte d'Ivoire, la loi sur la presse ne permet pas oral d'être propriétaire d'une entreprise de presse. Ce sont des personnes physiques. Donc, quand je parle d'Assimi Nguessa, je parle d'Assimi Nguessa en tant que personne physique. Parce que la loi qui a été votée sous le président Gbagbo, donc la loi sur la presse, dit que ce sont des personnes physiques qui doivent être propriétaires des maisons de presse et pas des personnes morales. Donc ce n'est pas le FPI en tant que personne morale qui est détentrice des 80%, c'est bien le président Assimi Nguessa en tant que personne physique. Et il aurait suffi à camarade Danon Didier ou Mario Betlo-Rougnon de se rendre chez un notaire, tout simplement, pour qu'ils comprennent qu'il y a une loi qui régente ces choses-là. Mais au lieu de faire ça, ils ont voulu faire à manière de Soro Guillaume qui voulait aller installer Brouaka Pascal à la RPI. Mais évidemment, Afi étant un légaliste, il n'a pas eu d'autre choix que de protéger l'instrument Notre Voix par la police. Voilà. Voilà.
Merci, monsieur Coudignon, merci beaucoup. Alors, on va permettre à Alfred de nous dire, enfin, de vous poser certainement une question, ou alors de faire des précisions, ou alors de critiquer un peu ce que vous venez de dire. Alors, Alfred, vous allez écouter donc monsieur Coudignon. Alors, qu'est-ce qui vous semble étrange dans ce qu'il a dit avant qu'on ne passe aux auditeurs? Oui, c'est bien que, bon, M. Coudignon soit, en fait, un juriste et qu'il prend les terminologies juristes, pour pouvoir définir, en fait, la position des choses. Mais moi, ce qui m'intrigue dans ce raisonnement, c'est vrai, quand vous lisez l'article 90 alliant, en fait, l'aspect absolu du comité de contrôle, l'empêchement absolu est constaté par le comité de contrôle, saisi à cette fin par le comité central. Et ce qui a été fait, parce que pourquoi? C'est vrai, il y a des têtes qui sont là, mais quand on a une association et que M. David n'arrive à nous expliquer, il dit, parce que les textes vous donnent un certain nombre de droits en tant que représentant de parti et que vous bloquez la vie du parti. C'est-à-dire que tant que vous ne fonctionnez pas là, en tant que président du parti, la vie du parti, donc les autres, ça arrête. Or, dans les textes, ça a été dit aussi, et qu'à l'article 21, et que le président a des obligations statutaires. Alors, monsieur Sabi ne parle pas des obligations statutaires, parce que ce sont ces obligations statutaires qui ont amené le doyen d'âge d'utiliser l'article 90, il est 4, à pouvoir, en fait, suspendre, en fait, souvent le camarade Afi, parce que Afi ne vaut pas ses obligations du président. Alors, Alfred, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, ces obligations statutaires dont vous parlez. Est-ce qu'il y a un article quelque part qui dit que quand on ne respecte pas ces obligations statutaires-là, il y a une quelconque personne qui peut convoquer une réunion pour suspendre la fille. Tout à l'heure, on en a parlé. Il a donné... C'est ça que le frère, on l'a. C'est ça que on le prend, on revient, on recourt à l'article 90. L'article 90, dont on parle, donc le David a expliqué, pour dire non, parce qu'il y a ceci. Non, c'est parce qu'il y avait un empêchement, une vacance de pouvoir particulier. Lorsque vous, c'est vrai, Assis était là, ne fait pas son travail, attend que ça dit que vous êtes un père de famille, vous avez des obligations, des devoirs. Oui, mais Alfred, vous allez continuer. Ce que M. Coudignon est en train de dire, c'est que apparemment vous êtes en train d'interpréter, de spéculer sur les textes, mais lui, il est en train d'expliquer les mots et leur sens, enfin tels qu'ils doivent être expliqués à la justice en tant que juriste. C'est ce qu'il veut qu'on prenne en compte. Alors, c'est ce que je dis. Il fait une interprétation de fond des textes. Mais la réalité est que dans ce fonctionnement de l'interprétation des textes, il y a un blocage quelque part. Comme je l'ai dit tantôt, les textes donnent un nombre de pouvoir à M. Afi, qui a atteint le président du parti, d'être convoqué des réunions. C'est statutaire. Et c'est une obligation. C'est-à-dire que les textes nous donnent l'obligation de le faire. Maintenant, si ce devoir de président des partis d'exercer votre droit, vous ne le faites pas, on va recourir à l'article 90 dont tu avais fait l'interprétation des textes littérales que le faisait le camarade, le frère David, pour dire qu'il faut constater, c'est un empêchement, une vacance de pouvoir. Donc on commence à faire une interprétation des mots. L'empêchement, c'est quoi? C'est quoi? Facilement, c'est tout le débat. Parce qu'il y a un blocage qui est constaté. Et on l'aurait souhaité. Je dis, on l'aurait souhaité. Lorsqu'il y a un blocage au sein d'une famille, et que le père de cette famille-là puisse venir aux réunions pour dire voici. Mais les camarades ont constaté et que le camarade Afi a dû sûrement pris des dérives et qu'il joue sur les textes parce que ça lui donne un certain nombre de pouvoirs de le faire. Il dit j'ai le temps de convenir quand je le veux et s'il ne voulait pas, bon, voilà, comme tout pour vous. Voilà. Donc les camarades disent non, vous ne pouvez pas revenir dessus, c'est vrai, nous faisons partie, c'est vrai, le comité, tous faisons partie de ce comité central là, mais c'est la vie des partis politiques. C'est un des militants. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Où on attend Afi, que Afi soit rassasié, qu'il soit content maintenant pour diriger ce parti, ou bien on attend Afi, c'est-à-dire que donne-nous une orientation qui est au relais du combat du parti, et on le suit aveuglément, ou bien il y a quelqu'un qui dit non, M. Afi, nous ne sommes pas d'accord avec vous parce que l'orientation que vous donnez à ce parti ne nous convient pas. Et là, c'est tout le monde. On peut faire des interprétations à ce niveau-là.
Ok, d'accord. Alfred, merci beaucoup. Monsieur Koukouignon va prendre note, hein, il va rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que la liaison nous cause beaucoup de soucis ce soir. Hein. On va lui permettre donc de noter les questions de tous ceux qui sont en ligne, et puis il va répondre point par point à toutes ces questions-là, surtout en commençant par le point que vous n'avez pas compris, hein, que peut-être d'autres auditeurs n'ont pas compris. Il va revenir dessus tout à l'heure en répondant. On va aller rapidement, hein, Monsieur David Koukouignon, vous allez prendre note, hein, prenez note pour gagner du temps surtout. Prenez note aux questions, prenez note avec les questions que les gens vont poser tout à l'heure. Vous prenez note et puis vous allez répondre point par point. Alors, on va aller rapidement du côté de ceux qui sont en ligne. Hein. Madame Nyoan, vous avez une question à poser certainement. Hein. Allez-y, c'est Monsieur David Koukouignon. Il est juriste de formation. D'accord. Bonsoir, Frère Boabré. Bonsoir à tous les. Bon, moi, nous avons débattu de ce cas ici plusieurs fois sur la radio. Moi, je suis une personne à principe. Et ce que je veux savoir, le mandat de président du FPI dure combien de temps et combien de fois le président peut-il se représenter aux élections à la présidence du parti? Ça, c'est la première question. Okay. Parce que je pense que ça fait plus de 15 ans déjà que Hassi est président du FPI. Est-ce que les textes précisent au moins donnent une limite au mandat et combien de fois les candidats peuvent se présenter à la tête du FPI? Voilà ma question. Ok. C'est la deuxième. Vous avez une question, hein, c'est ça? C'est une question pour l'instant parce que. Ok, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Kodji, est-ce que vous êtes en ligne? Allez-y, si vous avez une question à poser au juriste Koukouignon. Bonsoir, Monsieur Boabré. Moi, j'ai une question plutôt pour Alfred. Ok, allez-y. Ok, je vais demander à Alfred, lorsque il a dit que le camarade Afi n'organisait plus, il y avait, comment on appelle ça, il n'organisait plus la vie du parti, il n'y avait plus de réunion. À notre connaissance, il y avait une réunion qui était convoquée pour le 7. Le 7, comme l'a dit tout à l'heure M. Koukouignon, oui. Voilà. Et à notre grande surprise, on a vu un comité central qui s'est réuni le 5. Le 5. Et pour suspendre M. Afi. Est-ce que lors de ce comité du 5, est-ce que les fondeurs ont pris la peine de, par voie d'huissier, de faire constater la vacance de Afi parce que d'après lui, le président Afi n'organisait plus de réunion. Est-ce qu'ils ont pris la peine d'organiser, de faire constater cet état de fait par un huissier? C'est ça. Okay. Deuxièmement, quand il dit qu'ils accusent le président Afi d'être à la solde du pouvoir, et de l'autre côté, il pose la question, est-ce qu'on a vu une photo du président Afi avec le président de la République? Est-ce que ce n'est pas une chose de son contraire qu'il est en train de dire? C'est la question que j'ai posée. Merci. Je reste en ligne. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur, c'est notre ami Kodji, voilà. Alors, Yves Bambara, je ne sais pas si vous êtes là, allez-y pour votre question. Merci, bonsoir Boabré, bonsoir à M. Le Gouillon. Et je voulais poser la question à Le Gouillon. Madame Yohan a posé cette question déjà, mais je vais repréciser. Est-ce qu'il est prévu une possibilité d'alternance au FPI dans votre parti? Ça c'est un. Et deuxièmement, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le plaisir du pouvoir actuel, le pouvoir qui vous a martyrisé, qui vous a torturé, qui vous a humilié, qui vous a souillé? Est-ce que vous, selon les connaissances que vous avez de la physionomie politique du pays actuellement, vous n'êtes pas encore tombé dans la gueule de loup? Merci. Merci. Si le FPI n'est pas en train de tomber dans la gueule du loup. Merci Yves Bambara, notre ami Bambara, qui nous appelle de Burkina Faso, comme on le dit. Tout à l'heure, il va nous faire, si le temps nous le permet, un point sur la situation au Burkina Faso. Alors, je crois que c'est tout pour les questions. Je ne sais pas. Non, on a encore notre ami Paul Nyekri. Paul Nyekri, allez-y. Mais je crois que M. Babé, vous nous oubliez il y a longtemps. Ah non, Pasteur Ndad, c'est vrai, vous avez raison, mais je viendrai à vous tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, je suis à vous tout à l'heure. Alors, Paul Nyekri, allez-y, votre question rapidement. Bonsoir, Babé. Je n'ai pas de questions. J'ai des commentaires à faire par rapport à ce que
Alfred a dit et par rapport à ce que le camarade Koudunion David a dit. Voilà, donc, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Allez-y pour 2 minutes, avant qu'on voilà, parce qu'il se fait très cher en Europe. Allez-y pour votre commentaire si c'est pas trop long. Voilà. Donc, on parle de 2 camps. En fait, dans l'action politique, on soutient une cause. Et le même pays a été créé pour 2 raisons. La première raison, c'était à cause du parti unique qui a duré pendant 30 ans, pendant 40 ans. Il fallait vraiment lutter contre ce parti, le système du parti unique. Et ce qu'on a fait, et on a pu avoir le dessus, on a créé, il y a eu l'avènement du multipartisme. Ensuite, la deuxième raison, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Libérer la Côte d'Ivoire de toute domination. C'est-à-dire que faut être indépendant, il faut être souverain. Et c'est ça, c'est la même chose, et la force de bombarder. Voilà. Et donc, le camarade Assis étant président, il a quelque peu, il n'est pas directement dans la ligne du parti. Et donc, ce qui a fait que les deux qui veulent, franchement, qui sont pour la libération de la Côte d'Ivoire, qui sont pour l'indépendance vraie, qui sont pour la souveraineté, on dit non, le camarade Assis, il n'est plus dans la ligne du parti. Alors, au niveau du parti, dans toutes les élections du parti, le camarade Assis a été mis en espace, il a été mis en minorité dans toutes les élections du parti. Voilà. Il a été mis en minorité dans toutes les élections du parti. Et donc, le Congrès, il a supprimé le Congrès parce qu'il n'avait pas le bon pouls. S'il avait le bon pouls, à 2 jours, il n'avait pas supprimé le Congrès. Et donc, finalement, Assis était laminé, Assis n'avait vraiment aucun pouvoir par rapport à toutes ces instances-là. Et donc, voilà, il utilise, c'est pourquoi il fait bien d'utiliser la justice, parce qu'en fait, de façon légale, les textes sont de son côté. Et là, rapidement, je rappelle que ces textes ont été taillés sur mesure. Parce que dans le temps, il fallait contrer, il faut corrompre des militants pour affaiblir la lutte. Et tous ceux qui ont créé le parti, tous les militants d'alors, tous les grands barons, qui sont fait occuper ici, du FPI, on dit non, il y a une seule personne qu'on ne peut pas corrompre. Et c'est Mago Laurent. Et donc, c'est pourquoi on l'a mis au centre de toutes les décisions du parti. Pourquoi on l'a mis au centre du parti. Et donc, en 2000, comme ils ont eu la chance de gérer le pouvoir d'État, alors, ils ont tous abandonné le parti. Parce que chacun était à la recherche d'une parfaite du pouvoir. Et Assis lui-même, il était président du parti, il est venu une fois ici, et à une réunion, je lui ai posé la question, Assis, vous ne gérez pas bien le parti. Alors, Alfred même qui est là, débat, et tout cela, je suis devenu un ennemi. Parce que c'est une question qu'il ne fallait pas poser. Mais aujourd'hui, voilà, on est là. La question que j'avais posée à Assis ici, là, la même question, c'est le même problème que je pose. Et donc, en fait, je dis que, soyons sérieux avec nous-mêmes. On a tous, au niveau du parti, je ne sais pas si c'est le moment, au niveau du parti, on a tous été, par exemple, pas éliminer le parti comme il voulait. Le parti n'a pas fonctionné comme il voulait. Même au niveau de la fédération aussi, rien n'a fonctionné. Et donc, moi, je dis que Assis, de façon, il n'est pas légitime parce que le peuple, les militants du pays ne le suivent pas. Mais de façon illégale, il a le bon coup parce qu'il peut manipuler les talents. Pas me dire, les textes sont de son côté. Monsieur Ducré, vous avez eu largement plus de 2 minutes, on vous a compris, on a compris le fond de votre question. Tout à l'heure, de toute façon, tout à l'heure, on l'avait dit, j'avais posé la question à M. Alfred Niali, vous revenez dessus, vous dites que les militants ne sont pas avec lui, en fait, je ne sais pas trop à partir de quoi vous dites ça, mais je crois que M. Koudunion a pris note. Je le dis parce que si les militants d'Assis allaient être détournés au moins, il ne le fait pas. Ok, d'accord. Alors, et les militaires l'ont exprimé clairement. Ok, voilà. Merci M. Ducré. On vous a compris, on a compris tout ce que vous avez dit. On va passer rapidement, comme je dis, M. Koudunion est quelque part où il est pratiquement 2 heures du matin. Voilà. On va aller rapidement du côté de le pasteur Nda. Voilà, pasteur Nda, allez-y, je crois qu'on va prendre maintenant des questions, et puis tout certainement on aura l'occasion de revenir une autre fois pour discuter. Allez-y, pasteur, votre question. J'ai failli dire que vous étiez bias, parce que ça fait 3 fois que vous chaque fois, le pasteur doit intervenir, tout je pas oublié. Non, allez-y, j'ai pas la liste devant moi, c'est ça, allez-y. Bon, voilà.
Merci Mathieu Boabré, parce que j'ai l'article justement, le règlement intérieur des statuts du FPI qui date de 2001. Et il faut dire une chose, et je suis content que vous ayez fait venir le juriste, et je suis content que vous ayez interrogé Alfred, que je salue. Il va nous dire plus tard comment il a pu être nommé fédéral, un pays aux États-Unis. Non, il n'est pas fédéral, il est au niveau il est un membre de la fédération, il s'occupe des 3 régions, voilà, New York, New Jersey et Connecticut, voilà. Okay. Voilà. D'accord, donc je m'excuse pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une précision de taille, Mathieu, et je voudrais demander au juriste si ce qu'il a dit, parce que les articles, les statuts ont été modifiés, en fait, taillés sur mesure en 2001. Il y avait la crise d'Omélo, je suis d'accord. Mais cette crise d'Omélo a été précédée d'une crise plus profonde, je crois, de 85 et 89, si je ne me trompe pas, entre Akouni, n'est-ce pas, Abou Draman Sangaré et Babo, n'est-ce pas. C'était un problème très sérieux. Et justement, cela a poussé brusquement à une révision en 2001 quand nous avons ce qui s'est passé. La question que je voudrais poser à monsieur au juriste ce soir, c'est de savoir, est-ce que c'est parce que c'est le même problème que nous retrouvons aujourd'hui? À l'époque, Babo portait les gens comme il voulait. On le sollicitait, il disait, et parfois il trouvait justement une résistance de la part de ceux qui s'appuyaient sur les textes tels que les Domelo, et n'est-ce pas, qui avaient besoin d'un contre-pouvoir, comme vous l'avez dit. Je voudrais vous poser la question. Cela a été taillé sur mesure. Et lorsqu'on parle de vacance du pouvoir absolu, alors la question que je vous pose, M. Codognon, est-ce que, n'est-ce pas, ce n'est pas cette modification qui aujourd'hui pose problème, dans la mesure où la vacance du pouvoir a été en quelque sorte constatée, pas absolue, constatée depuis la crise de 2002, puisque justement Babo prenait des décisions seul. N'est-ce pas? Nous nous souvenons qu'il y a eu le départ de Mamadou Koulibaly qui a claqué la porte parce qu'il n'était pas d'accord avec les décisions que Babo prenait. N'est-ce pas? C'était des décisions à l'emporte-pièce. Il y a eu d'autres aussi qui ont claqué la porte parce qu'ils n'approuvaient pas certaines décisions. Mais malgré cela, le problème revient encore aujourd'hui. Nous voyons que ceux qui ont claqué la porte n'ont pas été suivis. Monsieur Codognon, aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas face à un problème qui a été créé par Babo Denon? Et est-ce qu'aujourd'hui, vouloir démettre ce décès contre AFI, ce n'est pas en même temps exposer une gestion assez précaire, qui a manqué de lucidité, de Babo à l'époque, qui était président de la République, mais en étant président du parti, sans réellement être du parti, mais qui prenait les décisions pour AFI. C'est la question que je vous pose ce soir. Merci, Pasteur Nda. Je crois que M. Codognon vous a compris, ce problème de texte. Merci beaucoup. Et puis, on va aller rapidement du côté de monsieur qui est en ligne. Ils sont nombreux quand même, monsieur. Ouais, ils ont tous parlé, je crois bien. Alors, on va permettre donc à monsieur, d'abord à monsieur Alfred Niali, certainement à partir de vos, on veut que monsieur Codognon reprécise beaucoup de choses à partir de ce que vous allez dire, certainement. C'est pourquoi nous allons aller vers vous. Allez-y, monsieur Alfred, à la question qu'on vous a posée. Est-ce que le comité central du 5 n'avait pas besoin d'un huissier pour aller constater la vacance du pouvoir avant de prendre les décisions qu'il allait prendre, quand bien même que ce comité-là, comme l'a dit tout à l'heure, même pour se réunir, il faut que ce soit AFI qui le préside. Allez-y. Allô? Alors, je crois qu'on a perdu M. Niali, qui est pourtant ici tout près de nous à New Jersey. Allô, vous m'entendez? Monsieur Niali? Ouais. Oui, allez-y, Alfred, allez-y. Je disais que c'est vrai, on a tantôt au début, lorsqu'on a commission de soumission, j'ai dit que les textes étaient pratiquement taillés sur la mesure du président, parce que ça donnait une habilité au président à FI de jouer un peu avec les textes et de faire de cela ce qu'il veut, entre guillemets. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette crise-là, parce qu'il avait l'autorité de convoquer les réunions. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés.
Si je veux répondre à la question du frère, je pourquoi la réunion du 5 était convoquée, précisée et finalement a fait les messages du 7 et puis la réunion a eu des choses. C'est parce que quoi? C'est après. Non, la question, Alfred, je précise la question, hein, il a été clair, vous avez parlé que vous avez constaté que AFI ne faisait rien, ce que vous avez appelé vacances du pouvoir. Est-ce que cette vacance-là a été constatée par un huissier, comme cela se fait quand même hein, dans les pays modernes? Oui, mais dans les textes, ça ne dit pas qu'il faut constater, il faut amener l'huissier pour constater qu'il y a une vacance de pouvoir. Ça ne dit pas de okay. Voilà. Donc, c'est à ce niveau, on n'a même pas besoin d'un huissier. Okay, d'accord. Ça dit que c'est avec maître repli et difficulté et qu'on a pu arracher la date du 5 mars au camarade AFI. Camarade AFI. Et finalement, lorsque cette date a été maintenue avec accord au niveau du comité central. Alors vous dites que vous avez arraché la date du 5 à Pascal AFI. C'est lui qui vous a donné l'accord d'organiser ce comité central le 5? Absolument. Okay. C'est ça que j'appelle arraché. Ok, allez-y. Ok, allez-y. Je dis arraché, c'est parce que je pose des moments, on a dit arraché, parce que lorsque, c'est après combien de temps qu'AFI a réuni une réunion? De la dernière réunion du camarade AFI, je vais voir mes tests, réduisent pratiquement depuis, ça fait pratiquement une histoire de 6 mois, que si je retourne mes tests, je vais le dire, depuis la dernière réunion, la première et la dernière réunion. Alors Alfred, rapidement, préciser pour qu'on puisse aller très rapidement, parce qu'on sait que... Oui. On sait que, attendez que je précise, je vais préciser, c'est que M. AFI avait convoqué une réunion pour le 7 mars, donc tout le monde est au courant, et puis vous avez fait la vôtre le 5. Alors vous venez de dire que alors que M. AFI a convoqué une réunion le 7, il a aussi accepté que vous organisez une réunion le 5, c'est ça? Non, c'est comme je l'ai dit. La réunion du 5 a été avec l'accord. Après plusieurs métiers, on a arraché cette réunion aux camarades. Parce qu'il y a eu plusieurs réunions qui ont été ajournées. Parce que le camarade AFI n'était pas disponible, d'après lui. Et finalement, avec plusieurs pressions, la date du 5 mars a été arrêtée. Au cours, avant que cette date soit déjà, commence à changer cette date. Il dit non, c'est le 5 qui m'arrange. Parce que les textes, ils ont le droit de le faire. Mais les gens lui disent, mais si on arrive au 7, est-ce que tu ne vas pas nous résister au 9 ou au 10? Pourtant, tu vas dire dans l'accord ferme que le 5, on aura cette réunion-là. Et les camarades ont dit, non, nous on mettait la date du 5 mars parce qu'on a eu cet accord avec vous après plusieurs discussions. Pourquoi en dernière minute, vous en mettez la date du 7? D'accord. C'est une manière de jouer avec les camarades. Et là, tu n'as pas d'accord aussi, que j'en sache. D'accord, merci Alfred. Je crois que c'est l'essentiel. La question est une question pour tu parlais de photos AFI avec une contradiction. Non, je voulais savoir, je me pose la question, parce que dans cette réconciliation-là, c'est très intéressant, comme je l'ai précisé, que le docteur Alassane au moins croise de position. Il n'a pas fait jusqu'à présent. Ce n'est que par l'intermédiaire de ministre Aoujano et l'autre. Ils se font les rencontres avec l'opposition. Bon, ça me soit. Alors, mais quelle est l'importance de la photo, là? Vous insistez. C'est quoi l'importance de cette photo? Non, l'importance de la photo, pourquoi je le dis, c'est pas l'importance de cette photo-là. Ça dit que vous êtes le chef d'État d'un pays. Et lorsque vous faites une rencontre avec l'opposition, ça dit que vous engagez un dialogue dans le sens de la réconciliation des Ivoiriens, parce que vous venez sortir d'une guerre. Et que le gouvernement veut avoir cet espoir-là pour dire, écoutez, l'opposition et le chef d'État se parlent. Il a reçu l'opposition. Je pense que les choses vont se dégager. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà le sens de cette rencontre, de cette photo dont je parle. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. Et M. Afis en tête, à pouvoir manipuler le joueur avec ce gouvernement. Voici la question de cette photo dont je parle. Parce que c'est intéressant. D'accord. Au temps de Babou, Babou a reçu plusieurs fois, y compris à domicile, à n'importe quel officiellement, le docteur Alassane, lorsqu'il était dans l'opposition. Voici la réalité. Ok, d'accord. Voilà, ok, Alfred, merci beaucoup. On a compris le fond de votre idée. Hein. Merci beaucoup. On va permettre à M. David Koukounian de revenir
point par point sur tous ces points, tout ce que vous avez soulevé comme désidérata. Alors, M. David Koudinian, je rappelle aux auditeurs que vous êtes en train d'écouter Diaspolitique, l'émission politique de la diaspora, chaque samedi de 18h à 21h ici aux États-Unis. On était pris par des problèmes techniques qui ont fait qu'on a commencé l'émission un peu tard. Voilà, M. David Koudinian, malgré l'heure tablique qu'il fait là-bas à Bruxelles, nous a rejoint tout de même. Il est pratiquement, on s'achemine vers 3 heures du matin là-bas. Alors, M. Koudinian, voilà ce que vous avez entendu. On vous a posé des questions. Vous avez entendu le développement du responsable du FPI ici. Allez-y, vous avez le gros micro. Alors, je vais m'atteler à répondre aux différentes questions point par point. Alors, il y a un auditeur qui a demandé qu'est-ce qu'on fait si le président ou le parti est défaillant. Alors, la défaillance est réglée par le titre 5 des statuts qui traite des dispositions disciplinaires. Et donc, si le président du parti est défaillant, comme il dit, c'est-à-dire ne convoque pas de réunion, ce n'est pas l'article 90.4 qui traite de la vacance ou de l'empêchement absolu du pouvoir qu'il faut avoir recours. C'est au titre 5, donc, qui parle des dispositions disciplinaires. Et le président du parti, tout président du parti il est un militant. Et l'article 79 traite donc des sanctions. L'article 80 également dit que le comité central peut prendre des mesures provisoires en matière disciplinaire à l'encontre de tout militant. Le comité central peut prendre des mesures provisoires en matière disciplinaire à l'encontre de tout militant. Donc, si les camarades estiment que le président du parti est défaillant, il faut mettre à l'ordre du jour d'un comité central le point concernant la non-convocation des réunions statutaires du parti pour que, en toute indépendance, en toute responsabilité, le comité central donc sanctionne le président. Mais il ne faut pas avoir recours à la vacance du pouvoir alors que manifestement, il n'y a pas vacance du pouvoir, manifestement, échouement absolu donc, du secrétaire général. Donc, de ce point de vue, il faut dire que les camarades ont été mal inspirés. Mais en réalité, pourquoi n'ont-ils pas voulu s'engager dans la voie des sanctions disciplinaires? Pour la simple raison que le comité central est présidé par le président du parti. Et donc, il n'est pas évident que dans ces conditions-là, il puisse sanctionner le président du parti. Et donc, ils ont trouvé la solution, je dirais, de facilité, mais qui est en même temps une solution non statutaire. On suspend arbitrairement le président du parti sur la base donc de l'article 90.4 qui parle de vacance du pouvoir alors qu'il n'y a pas de vacance du pouvoir. Donc, effectivement, si le président du parti est défaillant, les statuts prévoient qu'il puisse être sanctionné. Malheureusement, en l'espèce, ce n'est pas les dispositions sur la défaillance, donc les mesures disciplinaires qui ont été mises en œuvre, mais ils ont mis plutôt en œuvre la vacance du pouvoir alors qu'il n'y a pas de vacance du pouvoir. Donc voilà ce que je peux répondre s'agissant donc de la défaillance du président. Alors, il y a un autre qui a posé la question, quelle est la durée du mandat du président du parti et est-ce que cette durée-là est enfermée dans des limites? Oui, effectivement, il y a une durée. Et ça, c'est l'article 41 des statuts et l'article 42 qui traite de la présidence du parti, donc qui stipule que est dirigé par un président élu par les assemblées fédérales. Par les assemblées fédérales. Par le Congrès. Il est rééligible. Il est rééligible sans qu'il n'y ait
une limite. On ne dit pas qu'il est rééligible une fois, 2 fois ou 3 fois, on dit qu'il est rééligible. Donc ça veut dire qu'il est rééligible tant que le Congrès fait confiance au président, ben, il peut être donc rééligible tous les 3 ans. Voilà. Donc, statutairement, il n'y a pas de limite comme pour un mandat présidentiel où on dit le président est élu et il a 2 mandats à faire, de 5 ans notamment. Donc, voilà ce que je peux répondre à cette question. Mais il n'y a pas que le président du parti qui est élu. Le comité de contrôle également est élu dans les mêmes dispositions que le président du parti. Et donc, le comité de contrôle aujourd'hui, qui est présidé par Hubert Oulaï, a été également donc élu en 2001. Donc, eux aussi, ça fait 14 ans qu'ils sont là. Idem pour la présidente de l'OFPI, Marie-Odette Lorignon, et pour le président de la GFPI, Kouyaté Navigué. Donc, ce n'est pas que le président du parti qui est dans cette situation. Voilà ce que je peux répondre en ce qui concerne cette question. Alors, le camarade a parlé concernant la date du 5 mars pour leur comité central extraordinaire. Il dit qu'ils ont arraché cette date au président Afi. Non, ce n'est pas exact. Ils ont souhaité que le président Afi organise un comité central extraordinaire le 7 mars. Le président a dit on organisera un comité central ordinaire le 7 mars, pas un comité central extraordinaire. Parce que dans leur entendement à eux, le comité central extraordinaire devait pencher donc sur la question de la sanction du président. Ce que ne pouvait pas faire un comité central ordinaire. Et donc, le président ayant refusé que ce soit un comité central extraordinaire, mais plutôt un comité central ordinaire, ils avaient donc décidé, et ça avait été publié dans les journaux Notan et LG, qu'eux organiseraient donc un comité central extraordinaire le 6 mars. Le 6 mars. Nonobstant la date du 7 mars qui avait été donc arrêtée par le président du parti. Ils ont, alors que tout le monde attendait qu'ils organisent leur comité le 6 mars, ils l'ont finalement organisé le 5 mars. Voilà la réalité des faits. Donc la date du 5 mars n'a pas été arrachée au président. Alors, je poursuis. Alors, il y a un auditeur qui a dit, est-ce que nous ne sommes pas avec nos querelles en train de faire le jeu du pouvoir? Ben, il a absolument raison, il a parfaitement raison, il a totalement raison. Aujourd'hui, le pouvoir n'a même pas besoin de tuer politiquement ou physiquement les militants du FPI. Ils s'en chargent très bien eux-mêmes. Ils sont leurs propres victimes, ils sont leurs propres bourreaux. Donc le pouvoir n'a même pas besoin de les déterminer. Aujourd'hui, le PDCI a été maîtrisé, le PDCI est sous contrôle. Aujourd'hui, le FPI lui-même se met sous contrôle par cette querelle. Alors que les Ivoiriens fondent énormément d'espoir dans ce parti, alors que les Ivoiriens attendent que ce parti politique, parce qu'il faut également se rappeler que le FPI est un parti politique, ce n'est pas un fan club, ce n'est pas un club de soutien. Le FPI parle des problèmes des Ivoiriens, non, on entend certains militants dire « Gbagbo ou rien ». Ça veut dire que ce parti a été créé uniquement pour la question Gbagbo et rien d'autre. Donc, pourquoi voulez-vous que les Ivoiriens soutiennent le FPI si le FPI n'a rien à faire de leurs soucis? Il y a des assassinats d'enfants tous les jours,
apparemment, ce n'est pas le problème du FPI. Il y a la question du chômage, il y a la question de la cherté de la vie, il y a la question d'expulsion des déguerpissements sans indemnisation. Mais tout ça là, ce n'est pas la question du FPI parce que c'est Gbagbo ou rien. Alors, évidemment, l'interlocuteur a tout à fait raison de dire que le FPI lui-même est en train de faire le jeu du pouvoir parce que le FPI est en train de s'auto-détruire. Voilà, par ses querelles intestines. Je me rappelle que en décembre, le président Assis avait proposé aux frondeurs, comme on les appelle, d'envoyer une délégation commune rencontrer le président Gbagbo à la haie. Bon, malheureusement, ils ont refusé cette proposition. Malheureusement, ça a été refusé. Alors que je pense que c'était une solution de sagesse. Alors, je poursuis. Il y a quelqu'un qui a dit que le président Assis a été mis en minorité à toutes les instances du parti. Là encore, c'est une erreur. Être mis en minorité suppose que c'est la personne du président Assis qui est débattue. Le président Assis peut avoir un point de vue qui n'est pas partagé par le comité central. Mais ça ne veut pas dire que le président Assis, intuitu personnel, c'est-à-dire donc la personne du président Assis est mise en minorité. Ce sont des thèmes qui sont mis des thèmes soutenus par le président Assis qui sont peut-être mis en minorité, mais pas la personne du président Assis. Et ça, il est important de le dire, parce que le comité central n'a jamais eu à se prononcer sur la question de savoir est-ce que le président Assis gère bien le parti, oui ou non. Est-ce que le président Assis fait l'affaire du parti, oui ou non. Non. Les questions qui ont été débattues portent notamment sur est-ce que la CEI doit accepter un représentant du FPI ou non. Le président Assis, pour le président Assis, le FPI devait avoir un représentant au sein de la CEI. Pour d'autres camarades, le FPI ne devait pas avoir un représentant. Bon. Mais ça, c'est la question qui a été mise en minorité, mais ce n'est pas le président Assis. C'est comme si vous dites, aujourd'hui, en France, la gauche a perdu les élections, donc François Hollande n'est pas légitime ou est mis en minorité parce que ils ont perdu les cantonales ou les régionales. Non, ce sont des questions complètement différentes. En même temps qu'on dit que le président Assis est mis en minorité, en même temps on dit qu'il se comporte comme un roi télé et qu'il fait ce qu'il veut à la tête du parti. Alors on ne peut pas être mis en minorité systématiquement et dire en même temps qu'il est un dictateur et qu'il fait ce qu'il veut. Quand on est dictateur et qu'on fait ce qu'on veut, on ne peut pas être mis en minorité. Alors, quelqu'un d'autre a dit, Assis ne gère pas bien le parti. Je crois qu'il faut comprendre que la crise qui se passe en ce moment au FPI est une guerre de positionnement. Et rien d'autre qu'une guerre de positionnement. Mais jusque-là, personne n'a quitté le parti. Personne n'a quitté le parti. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que sous le président Gbagbo, un certain nombre de militants ont quitté le parti et donc la crise était beaucoup plus grave. Je vous rappelle que Don Melo a quitté le parti, que Blé a quitté le parti, que Anaki Kobena a quitté le parti, que Dakouri Tabli a quitté le parti, que Deïs Valé a quitté le parti, que Kofi a quitté le parti, que Mele Mathieu a quitté le parti, que Afrique Jérôme a quitté le parti. Ils sont nombreux à avoir quitté le parti. Aujourd'hui, il y a une guerre de positionnement, mais personne n'a quitté le parti. Personne n'a quitté le parti. Donc, nous assistons à une crise, à une guerre de positionnement, pendant que le président Assis Nguessan était en détention à Bouna, certains camarades ont géré le parti. Ils ont géré le parti pendant 3 ans. Le président Assis est sorti de prison. Ces mêmes camarades ne veulent plus rendre le pouvoir et ils se disent, nous avons géré le pouvoir pendant 3 ans, pourquoi nous ne garderons pas ce pouvoir-là?
Pourquoi nous ne gagnerons pas la tête du FPI? Rappelez-vous, quand le président Assis est sorti de prison, ça a mis un peu plus d'un mois pour qu'il y ait la passation entre le président Assis et Miaka Oroto. Miaka Oroto, d'ailleurs, disait qu'il fallait une consultation juridique pour voir si le président Assis pouvait encore diriger le parti, étant entendu qu'il était en liberté provisoire. Donc voilà la réalité qui est là. Alors, face à cette réalité, alors qu'on s'attend à ce que les uns et les autres fassent preuve de maturité, on assiste à des coups bas, on assiste à des pugilats. Et c'est à juste titre que le président Assis a été obligé donc de reporter le congrès, parce que s'il n'avait pas reporté le congrès, je vous assure que à ce congrès-là, les gens iraient se battre. Les gens seraient partis pour se battre. Quand on voit que à des secrétaires exécutifs, la camarade Mario Detlo-Réunion et Christine Conan en viennent au mai, quand on voit que à des cours centraux, Lida Kouassi et Abou Ndori en viennent au mai, pratiquement, alors imaginez si des cadres, donc la tête du parti, des vice-présidents en viennent au mai, imaginez un congrès où il y a 6000 militants dans une salle surchauffée, qu'est-ce qui allait bien plus pouvoir se passer là, dans cette salle? Donc le président Assis, en tant que président du parti, a pris ses responsabilités et a estimé que on ne va pas à un congrès pour se battre, on va à un congrès pour construire, on ne va pas à un congrès pour détruire. Et donc c'est à juste titre qu'il a pris cette décision, parce que si ça se passait mal, en tant que président du parti, il en aurait été le premier responsable. Et ça, c'est des vérités qui doivent être sues et dites. Or, on ne le dit pas suffisamment. Alors, on entend également quelqu'un qui a dit que Afin Guessan est minoritaire. Bon, je suis bien curieux de comment les gens déterminent la minorité au FPI. Alors, est-ce que c'est une minorité virtuelle? Parce que sur Facebook, il y a plus de partisans de Gbagbo ou rien, ou alors comment les gens déterminent cette minorité? Y a-t-il eu un sondage? Et pourquoi nous cachetons le résultat de ce sondage, la source de ce sondage, la date de ce sondage, le lieu de ce sondage? À ma connaissance, il n'y a pas eu de sondage. Y a-t-il eu une tournée du président Assis dans les fédérations où personne ne s'est déplacé? Non. Alors, je ne sais pas sur quelle base concrète on dit que le président Assis est minoritaire. Non. La minorité se constatera au congrès. Le congrès du FPI aura lieu le 8 et le 9 mai 2015, et alors on saura qui est majoritaire, qui est minoritaire. Mais avant ça, bien malin celui qui est capable de dire qui est minoritaire ou majoritaire. Aujourd'hui même, à Abidjan, le président Assis a présidé une cérémonie de commémoration du 11 mai 2011. Mais le siège provisoire du parti a refusé du monde. Si Assis Guessan était si minoritaire que ça, personne ne se serait déplacé. Et donc, évitons d'employer des thèmes dont nous n'avons pas une parfaite maîtrise. Voilà, je crois qu'avec ça, j'aurais répondu à la plupart des préoccupations qui ont été posées. C'est ça, monsieur David Koukouignon, merci beaucoup. On sait que dans une quinzaine de minutes, il sera pratiquement 4 heures du matin, là où vous êtes. On ne va pas vraiment vous garder encore longtemps. Le temps juste de vous laisser 2 minutes et revenir à vous pour conclure ce que vous voulez qu'on retienne. Le temps de partir du côté de monsieur Alfred Niali pour faire son dernier point. Et puis revenir à vous pour nous dire ce que vous voulez qu'on retienne de cette crise-là, parce qu'on a parlé de M. Assis à qui on a refusé le voyage à La Haye, et que M. Gbagbo aurait posé des conditions. Alors apprêtez-vous pour nous donner beaucoup plus de renseignements sur ce point précis. Le temps d'aller vers M. Alfred Niali, il se fait vraiment tard. M. Alfred Niali, allez-y, faites votre dernier point, ce que vous voulez qu'on retienne de vous.
Ouais, merci. Merci. Ouais, merci. Je remercie le fait David de nous apporter cette classification. Pour lui, ça n'a pas de vérité. Ce n'est pas vrai, à mon avis, parce que j'estime que lorsqu'on est un président du parti et que la maison est en train de brûler, et pour ses intérêts personnels, on n'arrive pas à trouver des solutions et qu'on confie sa vie à la justice, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas véritablement une guerre de positionnement. Je suis désolé. Alors Alfred, non, vous allez continuer. Je vous aide là. Je vous aide parce qu'il y a quelqu'un qui me disait aujourd'hui que M. Afi, en tant que père de famille, ne devrait pas envoyer ses enfants en justice. Bon, je ne sais pas, c'est un point que vous épousez parce qu'aux États-Unis ici, on a vu monsieur et madame aller en justice, les enfants envoyer leur papa en justice, ça arrive ici aux États-Unis. Non, en fait, on déplace le sujet quand ça rentre dans un cadre assez minime. Parce que je veux dire que ce n'est pas une guerre de positionnement. Ok, allez-y. Pourquoi ce n'est pas une guerre de positionnement? Parce que lorsque les candidatures ont été posées, c'est là, le camarade Afi est rentré dans le drame parce que lui, dans sa stratégie de collaborer avec le Dr Alassane, il se voyait déjà un président du parti au niveau du Congrès, je ne sais pas par quelle magie, et lorsqu'il a vu cet appel de maman, il est entré dans tous les drames. Ils ont commencé à parler d'une guerre de positionnement. Pourquoi? Putain, il y a des gens qui sont là-bas qui peuvent être présidents de ce parti. C'est la vraie question qu'on se pose. Pourquoi ces gens-là, on parle de positionnement? Ces gens-là, tu peux aller contre la fille, non. Parce que nous estimons que le président, le fondateur de ce pays, M. Laurent Gbagbo, est candidat. Nous estimons pour cette guerre, pour ce combat que nous menons là, nous assistons. Pourquoi fille? Par sagesse. C'est-à-dire la personne qui l'a mis à ce poste-là, et non ce rapport à ce congrès-là, c'est parce que c'est par la minorité du président Laurent Gbagbo et puis Aboussama Sangaré, et que de poids ils ont posé sur ce congrès pour que le frère Afi soit président. Lorsqu'il attend le nom du président Laurent Gbagbo dans cette candidature-là, vous lui donnez la raison. Vous dites, bon, ok, comme vous expliquez, maintenant, s'il veut challenger cela, ça serait intéressant parce que le défense du parti des militants, ce n'est pas en justice. Parce que quand ils cotisent là, quand ils cotisent dans une partie en justice, ça rentre dans la caisse du parti. Donc, le droit de regard des responsables, c'est les militants. Donc, s'il y a plus de challenger ce chance-là, on va au Congrès. Et comme vous voulez que ce président Gbagbo, tu peux être président depuis l'AIE là, et que moi je suis président et je suis placé, on va voir. Si les militants vont décider, ils ne challengent pas ces gens démocratiquement, ils ne challengent pas ces militants pour dire, bon, écoutez, on va aller à ce congrès-là. Et lorsque M. David dit qu'ils vont aller là-bas pour des débats, je dis ça, c'est faux. Il le sait bien que les débats au niveau des RP, ils sont très houleux. Et ce n'est pas le niveau. Et qu'on va mise en minorité, ça dit quoi? Je viens. Quand je dis mise en minorité, ce n'est pas les idées, ce n'est pas affirmer, c'est une manière plutôt d'appuyer de langage qu'on dit mise en minorité, mais c'est les idées qu'il apporte. Et cette démonstration qu'il n'arrive pas à faire devant les camarades pour sa vision, on dit non. Et lorsque les statuts disent que les statuts disent, vous pouvez être mis en minorité, vous suivez la majorité. Les camarades refusent de suivre cette majorité. Et c'est ça qui cause le problème. Voilà. Parce qu'on se rappelle au moment chaud de ce conflit-là, le comité central dont il rejette avec Aboussama Sangaré, on peut s'asseoir pour dire, écoutez, comme ça, accepter les décisions de ce comité central-là. À la tête du doyen d'âge Aboussama Sangaré, il a accepté cela. Et qu'est-ce que le frère Afi fait? Il tourne dos à cela. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas une guerre de positionnement. Sa fille, qui avait dit à lui et qui voulait forcément s'imposer aux militants de la c'est pour ça qu'il refuse le Congrès, qui est la plateforme, la plateforme bien appropriée pour les militants de s'exprimer, pour dire oui, on veut Afi ou bien on veut M. Gbagbo. Voilà la réalité, mais le camarade Afi refuse cela et il nous envoie en tournant en disant qu'il y a ceci, cela, et qu'il y a les camarades de positionnement. Ce n'est pas l'histoire de positionnement, c'est Afi qui est en train de positionner par rapport à ses intérêts personnels, qui amène ce parti en lobby, et ça c'est une réalité. Donc il y a les camarades qui disent oui, on ne fait pas cela parce que nous venons de très loin. Et que le camarade Afi n'a pas cette vitesse de prendre le RP et faire de ce qu'il veut. Voilà la réalité. Nous savons. Donc maintenant, lorsque je viens, lorsque vous allez-y rapidement parce que rapidement, lorsque vous êtes gêné par les camarades qui vous empêchent de diriger ce parti-là, vous rendez vos démissions simplement. Vous dites au nom de l'esprit des familles,
Oh non, j'avais une vision pour libérer le président Laurent Gbagbo et que vous m'empêchez de le faire. Et je ne veux pas que ce parti qui a lutté depuis le fouet a pu avoir certaines valeurs en Côte d'Ivoire. Arrive à ce niveau, je me retire, je rends ma démission. Purement, simplement. Nous, on ne combat pas, on ne fait pas tête à des gens parce qu'on estime que les autres camarades sont dans le faux, j'ai des tests envers moi et que je ne suis pas envoyé chez Patin Albo. Nous disons non. Voilà. Okay. Il a cité tout à l'heure, il y a des personnes qui ont démissionné. Il a cité des noms à titre important, purement simplement. Mais pourquoi ne le fait pas? Merci, Alfred, merci. On vous a compris. Merci. Le temps entre nous ce soir, il est pratiquement 4 heures du matin là où il est. On ne peut pas le retenir aussi longtemps possible. Voilà. Donc, permettez, vous nous excusez beaucoup. Alors, le temps de repartir vers lui. D'abord, 2 minutes à notre ami Adjei. Adjei, alors là, juste 2 minutes, parce que je ne vais pas passer le cap de 22 heures. Allez-y, Adjei, en 2 minutes. Merci, Matt. J'ai une question pour votre invité, M. Koukounian. Voici la question. Nous avons eu une crise et on a arrêté le président Laurent Gbagbo, fondateur du FPI. On a arrêté tous les partisans, ce qu'on appelle les pro-Gbagbo, en l'occurrence Simon Gbagbo et tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Alors, nous voyons là que les gens veulent détruire et démanteler le parti de Laurent Gbagbo, le FPI, qui fait peur aux rattrapés et à la communauté internationale. La question que je veux poser à M. Koukounian, Afi étant le président du parti, pensez-vous que, en tant que président, il devait être la cause de cette discorde, sinon cette division au sein du FPI, pendant qu'il sait pertinemment qu'il vient de prison, de mêmes gens l'ont mis en prison, et il cherche à éliminer le FPI. Pensez-vous que c'était le moment pour que ce désordre-là vienne du président du parti? Tout simplement. Voici ma question, Matt Boisbré. Merci. Monsieur Adjei Laurent. Merci beaucoup. Alors, on va donc permettre à Monsieur Koudunian, le juriste, Koudunian, de répondre à cette question en même temps, de revenir sur des points que les gens n'ont certainement pas compris, et puis ça, ce sera sa conclusion. Allez-y, M. Koudunian. Oui, bon, il est très tard, donc je vais profiter en même temps pour faire ma conclusion. C'est ça. Je vais commencer par la dernière question. Est-ce que, en tant que président du parti, il revenait au président Afi de créer la discorde au sein du FPI? Non, le président Afi n'a pas créé de discorde. Comment est arrivée l'idée de faire un congrès? Le président Afi, usant de ses pouvoirs statutaires, issus de l'article 42 des statuts, a remanié le secrétaire général. Certains camarades, dont Laurent Koun, estimaient que eux, ils ne devaient pas être nommés vice-président, mais lui, Akoun, devait rester à son poste de secrétaire général du parti. Chose incroyable. Parce que quand Afin Guessan, avant que Afin Guessan ne parte en prison, c'était Miaka Oreto qui était le secrétaire général. Et Akoun était son adjoint. Quand Afin Guessan est sorti de prison, Afin Guessan aurait pu dire, bon, mais écoutez, avant que je parte en prison, c'était Miaka qui était là, je nomme donc Miaka secrétaire général comme il était avant que je parte en prison. Le président Afi a dit, bon, mais écoutez, Miaka assurer mon intérim en tant que président du parti, je ne vais pas le ramener à secrétaire général du parti. Donc, je le nomme vice-président du parti. Akoun, je le nomme également vice-président du parti. Akoun Laurent dit, pas question. Il n'est pas question pour lui d'être vice-président, il veut rester secrétaire général du parti. Le président a dit, mais attendez, c'est moi le président du parti, c'est moi qui rends compte au congrès de ma gestion. Et pour que je puisse rendre compte, il faut que je gère avec mes hommes à moi. Comment puis-je être responsable de mon équipe si ce n'est pas moi qui choisis les membres de mon équipe? Et voilà ce qui a créé
la crise de l'OFPI. Et il y a un comité de médiation qui a été mis en place parce que le comité de contrôle s'est montré partisan, parce que le comité de contrôle a pris une décision pour dire que le président Afi n'avait pas le droit de remanier son secrétaire général. Alors que, comme je vous l'ai dit, le comité de contrôle au FPI n'a pas un pouvoir de décision. Tout ce qu'il fait, c'est un rapport de contrôle au Congrès. Et donc, le comité de contrôle s'étant discrédité, on a eu donc à mettre en place un comité de médiation qui est un groupe de médiation qui est un groupe donc non statutaire. Parce qu'un groupe de médiation, ça n'existe pas dans les statuts du FPI. Mais déjà, à cette époque, le comité de contrôle s'étant discrédité par son parti pris flagrant, déniant au président du parti le pouvoir de nommer ses collaborateurs, le comité de contrôle a dit, bon, ben, écoutez, on va organiser dans un délai de 3 mois un congrès, et à ce congrès-là, le président élu pourra donc mettre en place son bureau comme il le souhaite. Voilà comment l'idée de congrès est arrivée. Et à ce congrès-là, pardon? Accepté par oui, bien sûr, accepté par tout. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Puisque il y a un président du congrès qui a été désigné au comité central, donc Ganon Didier a été donc désigné président du congrès, des conditions statutaires d'éligibilité au congrès qui ont été arrêtées de manière consensuelle, publiées dans les journaux, et qui disaient notamment que les candidats devaient faire une demande manuscrite. Alors, on entend venir un appel de Mama qui dit Gbagbo est candidat, et cette candidature est portée par son fils Michel, avec 4 fédéraux vont donc déposer une candidature au nom du président Gbagbo. Assine Nguessan appelle le comité de contrôle pour dire, écoutez, j'ai été le directeur de cabinet de Gbagbo dans l'opposition. J'ai été le directeur de campagne de Gbagbo contre DI. J'ai été le premier ministre de Gbagbo. J'ai été le porte-parole de Gbagbo. Je connais Gbagbo plus que tout autre. Gbagbo ne peut pas faire de candidature au FPI. Si Gbagbo veut être candidat, Gbagbo aurait appelé ou Gbagbo aurait envoyé un message pour dire, écoutez, pour telle raison politique et pour telle raison juridique et ou judiciaire, il faut que je reprenne la tête du parti. Et c'est moi, Assine Nguessan, qui aurais porté la candidature de Gbagbo. Mais Gbagbo ne peut pas mettre en place une direction de campagne, nommer un directeur de campagne à soi pour venir faire campagne contre moi, Assine Nguessan. Gbagbo ne se rabaisserait jamais à ce niveau-là. Que ce n'est pas Gbagbo, ce sont ceux qui veulent ma place, qui veulent utiliser le nom de Gbagbo pour le combattre. Mais le Gbagbo que je connais n'aurait jamais déposé une candidature et encore, cette candidature ne serait pas partie de son village et encore moins portée par son fils. Non, ceux qui connaissent Gbagbo savent très bien que Gbagbo ne met pas ses enfants devant ses affaires politiques et que Gbagbo ne met jamais son village dans ses affaires politiques. Et que cette manigance-là ne ressemble pas à Gbagbo. Cette manigance ne ressemble pas à Gbagbo. Si Gbagbo veut la tête du FPI, c'est Gbagbo qui m'a mis à la tête du FPI. Si Gbagbo veut la tête du FPI, Gbagbo aurait trouvé le moyen de me dire, Assine Nguessan, il faut que je reprenne la tête du parti pour atteindre tel objectif. Mais Gbagbo n'allait pas faire un appel de Mama et puis donner à son fils, je dirais, le portage de sa candidature. Non, ça ne ressemble pas à Gbagbo. Et il ne faut pas compromettre le procès de Gbagbo. Nous sommes en train de faire main de pied au niveau des relations internationales, au niveau des relations diplomatiques, que Gbagbo soit libéré, parce que Gbagbo est un prisonnier. Gbagbo n'est pas un prisonnier de droit commun. Et la diplomatie n'aime pas le bruit. Donc, laissez Gbagbo à l'écart de vos manigances. Si quelqu'un veut m'affronter, qu'il m'affronte, et une fois qu'il m'a battu, puisque je suis minoritaire, il remet le parti à Gbagbo.
C'est aussi simple que ça. Mais ne prenez pas le nom de Gbagbo pour m'affronter parce que Gbagbo n'aurait jamais fait ce que vous êtes en train de faire. Gbagbo n'aurait jamais nommé un directeur de campagne pour venir faire campagne contre moi. Jamais. On connaît tous Gbagbo, ce n'est pas dans cette manière de faire. Les amis ont dit non. Le comité de contrôle dit non. Quand bien même la candidature de Gbagbo, il n'y avait pas de demande manuscrite, telle que arrêtée par le même comité de contrôle et le même Danon Diédié, dans le dossier de Gbagbo, il y a plein de pièces qui manquent. Et c'est normal, puisque Gbagbo n'était plus militant du SPI. Et donc, il ne pouvait plus avoir les cartes de militant des 3 dernières années. Il est en détention depuis 2011. Or, on dit pour être candidat, il fallait avoir une attestation délivrée par le président du parti ou par le secrétaire général du parti qui dit que le candidat est membre donc des organes de direction du parti. Mais cette attestation n'a jamais été délivrée par Agnès Monet ni par Philippe Descent. Et pourtant, c'était une des pièces constitutives du dossier de candidature. Donc, toutes ces pièces-là manquaient dans le dossier de candidature, mais le comité de contrôle dit oui, nous acceptons quand même, nous validons quand même ce dossier qui est présenté. Alors que vouliez-vous que Philippe Descent fasse dans ces conditions-là? Qu'il accepte d'aller en compétition contre Gbagbo pour fragiliser le parti, pour mettre, pour donner des arguments supplémentaires à Ben Soudan, qui aujourd'hui peine à avoir des arguments juridiques contre Gbagbo. Si demain, les amis qui appellent à des manifestations de masse à Abidjan, si jamais ces marches sont infiltrées et qu'il y a des morts et que Gbagbo est président du parti, qui en assume la conséquence? C'est Gbagbo, puisque c'est lui qui est le président du parti. Pourquoi Gbagbo a été mis en prison à l'époque d'Oufoué, à l'époque de Ouattara? Parce qu'il était le président du parti. Donc Gbagbo est dans un procès. Pourquoi voulez-vous faire de Gbagbo le président du SPI alors que personne n'est capable de dire quel est l'avantage politique que Gbagbo soit à la tête du SPI? On dit non, il faut qu'il soit au centre de la politique. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, Gbagbo n'a pas besoin d'être à la tête du SPI. Et si Amara veut aller le voir, Mabou Koulibaly veut aller le voir, Bani aller le voir, Takabe aller le voir, tout le monde va voir Gbagbo, il n'a pas besoin d'être président du SPI pour qu'on aille le voir. Quels sont les avantages judiciaires pour Gbagbo d'être à la tête du SPI? Personne n'est capable de le dire. Alors, pour combattre la civilisation, les gens sont capables d'inventer n'importe quoi. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de donner des arguments judiciaires, juridiques à Ben Soudan, arguments qu'aujourd'hui elle peine à avoir. Donc, je soutiens la position d'Afi qui consiste à dire que Gbagbo n'a jamais fait acte de candidature parce qu'on nous a brandi des courriers, mais qui ne sont pas de Gbagbo. Celui qui connaît Gbagbo, celui qui connaît aujourd'hui Bo Saïd, qui était le porte-plume, donc qui écrivait les discours de Gbagbo. Et dans le cas ici, Bo Saïd a dit cette lettre de candidature ne ressemble pas à Gbagbo. Ce n'est pas le style d'écriture de Gbagbo. Et pourtant, on dit que c'est Gbagbo. Voilà la réalité. Donc, tout ça, parce que le comité de contrôle, qui devait être l'instance de gestion, a complètement pris fait et cause. Le comité de contrôle est devenu la base arrière de la fraude au sein du SPI. Et donc, dès cet instant, c'est devenu une crise des textes, une crise politique au sein de l'organe de régulation, tout comme pour les présidentielles de 2010, Youssouf Bakaïko a été le problème. Dès l'instant où Youssouf Bakaïko, qu'est-ce que le président Gbagbo avait comme possibilité, si ce n'est saisir le Conseil constitutionnel pour dire le droit. Et pourtant, c'est le président Gbagbo lui-même qui a nommé Youssouf Bakaïko à la tête de la CEI. Donc, il aurait pu s'en tenir à la décision de Youssouf Bakaïko qui déclarait Draman vainqueur, mais non, il a saisi le Conseil constitutionnel. Et c'est ce que le président Afi a fait. Dès l'instant où le comité de contrôle s'est montré partisan, mais il n'avait d'autre choix que de saisir la justice
pour que le droit soit dit, et c'est ce qui a été dit. Donc, aujourd'hui, le parti a suffisamment souffert. Il faut que les gens fassent preuve de maturité, que les gens sortent des émotions inutiles et pensent au peuple ivoirien qui souffre. Et pense à la famille Gbagbo qui souffre. Le président Gbagbo a demandé 8 fois la liberté provisoire et 8 fois on lui a refusé. Ça veut dire que le président Gbagbo a soif de liberté. J'entends des gens qui disent non, le président Gbagbo est dans une poursuite de combat. Non, le président Gbagbo a 71 ans. Il a soif de liberté. Il veut retrouver une vie normale. Il a demandé 8 fois la liberté provisoire. On nous dit oui, mais écoutez, Mandela a vécu la même chose. Non, je suis désolé. Mandela était enfermé dans son propre pays. Mandela n'a jamais pris d'avocat. Mandela n'a jamais demandé de liberté provisoire. Mandela n'est pas rentré en prison en tant que président de son parti. Mandela n'a jamais été président de la République avant d'aller en prison. Mandela ne se battait pas pour devenir président de la République. Mandela se battait contre un système ségrégationniste qui était l'apartheid. Donc ce n'était pas des questions de pouvoir. Il se battait pour exister. Donc le peuple ivoirien a suffisamment souffert. Il faut que les gens fassent preuve de maturité. Parce que voilà ce qui manque aujourd'hui à un pays, c'est la maturité politique. Chacun et chacun veut en découdre. Regardez à quel point on se rend ridicule quand l'international socialiste vient en Côte d'Ivoire accompagner le président Assimi Goïta aux funérailles de la mère du président Gbagbo, Afi Gayo, et qu'il est empêché d'aller aux funérailles. Et que Abdourahmane Sangaré, qui préside les funérailles, n'intervient pas pour calmer les jeunes qui ont été montés à l'effet d'empêcher le président d'aller aux funérailles. Alors que le RDR était assis aux côtés d'Abdourahmane Sangaré, que le président Assimi Goïta se déplace à Blouson pour aller compatir et que des jeunes soient montés pour l'empêcher d'aller à ces funérailles. Alors que les pires ennemis, les pires adversaires politiques de Gbagbo, ils sont reçus comme des rois télé. Alors, tout ça, c'est fait preuve d'immaturité. Et je pèse encore mes mots, c'est un euphémisme. Il faut que les gens se ressaisissent. Parce que, contrairement à ce que les gens croient, le FPI est un tout petit parti politique sous l'échiquier politique international. Que pèse l'Afrique dans le monde? Que pèse la Côte d'Ivoire dans le monde? Et que pèse le FPI dans le monde? Arrêtez de croire que le FPI c'est le centre du monde. Le FPI a été créé à une époque où nous étions au parti unique, où il n'y avait pas le cellulaire, où il n'y avait pas le Bluetooth, où il n'y avait pas les TIC. Aujourd'hui, le FPI a géré le pays pendant 10 ans. Donc le FPI ne peut plus se comporter comme un parti qui n'a pas géré le pouvoir. On ne peut pas faire l'opposition en 2015 comme on l'a faisait dans la clandestinité ou en 1980. Il faut évoluer avec son temps. Hier, on disait que le président Gbagbo était fréquentable, que son parti était infréquentable. Aujourd'hui, c'est le président français lui-même qui se déplace en Côte d'Ivoire pour rencontrer le président du FPI. Et certains trouvent que ça, c'est une preuve de compromission. Oh là là, quelle misère morale. Quelle misère. Le président du FPI va rencontrer le président du Mali, le président du Niger, qui sont deux amis intimes du président français, pour négocier la libération de Gbagbo, parce qu'on a dit que c'est un prisonnier politique et il doit être libéré par la politique. Il y en a qui trouvent que c'est contre-productif. Mais Gbagbo est prisonnier de l'ONU. La France est au Conseil de sécurité de l'ONU. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes les résolutions sur la Côte d'Ivoire à l'ONU sont d'initiative française. Si vous ne discutez pas avec la France, comment vous avez fait sortir Gbagbo? Comment vous faites sortir Gbagbo si vous ne discutez pas avec la France? Si vous êtes d'accord que c'est prisonnier politique et que c'est la France, Sarkozy, pourquoi vous l'y envoyez? Comment vous faites sortir Gbagbo?
Alors, donc moi, je termine en disant, il faut qu'on arrête cette guerre inutile qui nous a fait suffisamment de mal et qu'on se retrouve. Si nous sommes vraiment persuadés que nous sommes majoritaires, il faut battre Draman dans les urnes. Parce que si nous attendons que les conditions soient réunies, comme disent certains, eh bien, ces conditions ne seront jamais réunies parce que Draman n'est pas Gbagbo. Gbagbo est un démocrate. Draman n'est pas un démocrate. Draman n'est pas un démocrate. Et Gbagbo, Laurent l'a dit, quand il se présentait contre Foué, contre Guéhi, un régime se bat, on bat un régime avec ses propres lois. Pas avec les lois de l'opposition, parce que ce n'est pas l'opposition qui est en mesure de dicter ces lois. Nous n'avons pas une rébellion armée pour dicter quelques lois que ce soit à Draman. Donc, organisons-nous, soyons une force avec le peuple de Côte d'Ivoire qui nous fait confiance et battons Draman. Et nous savons que Draman sera battu dans les urnes et qu'il va refuser de rendre le pouvoir. Et c'est en ce moment-là que notre plan B, que je ne peux pas révéler sur les hommes, va se déployer. Mais il faut faire confiance à nos autorités. Parce que le problème au pays, c'est que tout le monde est politicien, tout le monde est stratège. C'est comme une équipe de football. Tout le monde est entraîneur. Tout le monde veut classer le numéro 10. Tout le monde veut sortir le numéro 10. Personne ne fait confiance à qui que ce soit. Alors, personne ne gagnera une bataille face à Draman dans la désunion. On en arrive aujourd'hui à faire des alliances avec des Doumbia-Majors. Voilà où on en est aujourd'hui. Demain, on va faire quoi? Alliance avec Droguel? Écoutez, le monde a évolué. Il faut tenir compte du monde d'aujourd'hui, qui n'est plus le monde de 1980. Il faut tenir compte du fait que le FPI avait une base populaire, mais avec des faiblesses au niveau international. Nous avions contre nous la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, l'Union européenne, la France, l'ONU. Est-ce qu'on pouvait gagner cette bataille? Qui peut gagner une telle bataille? On n'avait aucun allié de poids. On nous parle de l'Angola ou de la Guinée équatoriale. Mais que pèsent ces deux pays au niveau de l'échiquier international? Absolument rien. Même la grande Russie aujourd'hui, qui est sous sanctions européennes, on voit comment elle a du mal à survivre. Mais nous n'avons aucun allié. Aujourd'hui, le président Assimi a corrigé ses faiblesses. Parce que ce qu'on corrige, ce sont les faiblesses. Pendant 10 ans, quel allié la Côte d'Ivoire avec? Aucun. Aujourd'hui, on essaie de rétablir des relations diplomatiques, des relations d'amitié avec certains pays autour de nous avec lesquels on était fâchés. On trouve que ça, ce n'est pas utile. Alors vraiment, j'ai été un peu long, mais je vais terminer en disant, il est encore temps de se ressaisir. La politique se fait à un certain niveau. Et il appartient à la base de faire confiance au sommet. Il appartient à la base de faire confiance au sommet. Dès l'instant où la base ne fait pas confiance au sommet, eh bien, rien ne marchera. Quand le président Gbagbo a signé les accords de Ouaga, il était mentionné dans cet accord que 3 mois avant les élections, les rebelles devaient désarmer. Les rebelles n'ont pas désarmé. Le président Gbagbo a dit, on va aux élections. Nous sommes partis aux élections quand même, parce qu'on lui faisait confiance. Et on a gagné ces élections. On a perdu le pouvoir par les armes, pas dans les urnes. Donc, faisons confiance au président Assimi Goïta. Il n'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait, il ne peut pas tout dire. On ne peut pas développer une stratégie sur Facebook. Que tout le monde arrête, que ceux qui ne sont pas à la tête du parti fassent confiance, que cette guerre de positionnement cesse, que l'union sacrée soit faite pour que nous puissions battre la bande. Sinon, en 2015, Draman sera élu. Et puis en 2020, ils vont pouvoir tranquillement dérouler leur tontine avec le PDCI ou je ne sais pas avec quel autre parti. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que nous aurons été l'opposition la plus bête du monde. Voilà mon mot de fin. Merci. Merci, Monsieur David Koukounian. Nous vous remercions énormément. Nous savons qu'il est pratiquement 4 heures passées de 16 minutes là-bas à Bruxelles.